Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morue blanche. Mais ça n'arrête pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, d'où va en boire à tout? On nous donnait boire que de l'eau croupillée, le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-t-on? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée, les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père, j'espère que non gars ne verra pas comme nous. Chapitre 4. Sous les yeux du comte Smyorgan et de Vaslis de Jarkor,
Elric s'affaissa sur le pont, haletant et blême. Sa première tentative pour faire agir la sorcellerie dans ce monde-ci avait échoué, et l'avait épuisé. Ceci, ceci renforce ma conviction, dit-il à Smurgan, que nous sommes sur un autre plan d'existence, car pratiquer mon enchantement n'aurait pas dû me demander un tel effort. Vous avez échoué. Elric se releva non sans quelque difficulté. Je vais essayer de nouveau. Il tourna vers le ciel sa figure pâle, ferma les yeux, étendit les bras, et son corps se raidit tandis qu'il recommençait l'incantation. Sa voix devenait de plus en plus forte, de plus en plus aiguë, au point de ressembler au hurlement d'une bourrasque. Il oublia le lieu où il se trouvait. Il oublia sa propre identité. Il oublia ce qui était avec lui. Toute sa pensée se concentrait sur l'évocation. Il adressa son appel au-delà des limites du monde jusqu'à ce singulier plan de réalité, habitat des élémentaires, où l'on pouvait encore trouver les puissantes entités aériennes, les sylphes de la brise, les charnas qui vivaient dans les tempêtes, et, plus puissantes que toutes les autres, les arkshan des typhons. Et maintenant, enfin, certaines de ces créatures commencèrent à répondre à son appel, prêtes à le servir, ainsi qu'en vertu d'un pacte très ancien, les élémentaires avaient servi ses ancêtres. Et lentement, la voile du navire se mit à se gonfler et ses membrures à craquer. Et Smurgan leva l'ancre. Le navire prenait la mer, franchissant le goulet de l'anse rocheuse, s'éloignant de l'île et gagnant le large, toujours sous un étrange soleil bleu. Bientôt, une énorme vague se formait autour du navire, le soulevait et le portait à travers l'océan, de sorte que le comte et la jeune fille s'émerveillaient de la vitesse de leurs mouvements, cependant qu'Elric, ses yeux pourpres ouverts à présent, mais dépourvus d'expression comme de vision, continuait à flatter de son chant ses invisibles alliés. Ainsi donc, le navire fendit les flots au point qu'enfin l'île fut hors de vue. Et la jeune fille, relevant leur position par rapport au soleil, put donner au comte Smurgan suffisamment d'indications pour qu'il gouvernât. Dès que cela lui fut possible, le comte Smurgan s'approcha d'Elric, toujours debout sur le pont, jambes écartées et membres raides, et le secoua. Elric, Elric, cet effort va vous coûter la vie. Nous n'avons plus besoin de vos amis. Aussitôt le vent tomba. La vague s'étala et Elric, haletant, s'écroula sur le pont. C'est beaucoup plus dur ici, fit-il. C'est tellement plus dur. C'est comme si j'avais à lancer mon appel à travers des abîmes infiniment plus vastes que tous ceux auxquels j'ai jamais eu affaire. Et Elric s'endormit. Il était étendu dans la tiède couchette d'une cabine fraîche. Par le hublot filtrait une lumière bleue diffuse. Reniflant, il sentit une odeur de nourriture chaude et tournant la tête, vit Vaslis debout près de lui, un bol de bouillon dans les mains. J'ai pu faire cuire ça, dit-elle. Prenez, cela vous fera du bien. Pour autant que je puisse en juger, nous approchons de la porte pourpre. Autour de celle-ci, la mer est toujours houleuse. Aussi aurez-vous besoin de toutes vos forces. Elric la remercia avec amabilité. Il se mit à manger le potage. Elle ne le quitta pas des yeux. Vous êtes très semblable à Saxif Dan, lui dit-elle, mais plus dur, en un sens, et plus doux aussi. Il est si distant. Je comprends pourquoi cette femme n'a jamais pu lui dire qu'elle l'aimait. Elric sourit. Oh, ce n'est rien de plus qu'un conte populaire, probablement, cette histoire que je t'ai racontée. Le Saxif Dan dont tu parles pourrait être une toute autre personne, voire un imposteur qui a usurpé son nom, ou encore un sorcier. Certains sorciers, en effet, empruntent le nom d'autres sorciers dans l'idée que cela accroîtra leur pouvoir. Un cri se fit entendre au-dessus. Elric ne put distinguer les mots prononcés. La jeune fille prit une expression inquiète et, sans rien dire à Elric, quitta en hâte la cabine. Elric se leva et, tout chancelant,
monta à sa suite l'escalier de capot. Le comte Smiorgan Tête Chauve, debout devant la roue du gouvernail, tendait le doigt vers l'horizon derrière eux. « Que vous semble de cela, Elric ?» Elric eut beau scruter l'horizon, il ne vit rien. Il avait souvent la vue faible, et c'était le cas à présent. Mais la jeune fille, sur un ton de morne désespoir, dit « C'est une voile dorée. »« Tu la reconnais ?» lui demanda Elric. « Oui, oui, certes. C'est le galion du comte Saxe-Yvdan. Il nous a découverts. Peut-être guettait-il notre passage, sachant que nous devions faire route par ici. » À quelle distance sommes-nous de la porte ? Je n'en suis pas sûr. À cet instant, un fracas épouvantable se fit entendre en bas, comme si l'on cherchait à défoncer les membrures du navire. « Ce sont les écoutilles de l'avant !» cria Smiorgan. « Allez voir ce qu'il y a, ami Elric, mais prenez garde, mon vieux !» Elric fit basculer en arrière le panneau d'une des écoutilles avec circonspection, et fouilla du regard la ténébreuse citadelle de la cale. Le piétinement et le martèlement continuaient à se faire entendre. Et, quand ses yeux se furent accoutumés à la pénombre, Elric vit d'où venaient ces bruits. Le cheval blanc était là. En apercevant Elric, il hennit comme s'il voulait le saluer. « Comment est-il monté à bord ?» demanda Elric. « Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. » Presque aussi pâle que lui, la jeune fille tomba à genoux près de l'écoutille en enfouissant sa tête dans ses bras. « Il nous tient! Il nous tient !» Non, nous avons encore une chance de pouvoir atteindre la porte pourpre à temps, lui répondit Elric, se voulant rassurant. Et une fois dans mon propre monde, eh bien, je peux exercer une magie beaucoup plus puissante pour nous protéger. Non, 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 fit-elle en sanglotant. Il est trop tard. Sinon, pourquoi le cheval blanc serait-il ici? Il sait que Saxe-Yvdan doit bientôt nous aborder. Avant de s'emparer de toi, il lui faudra nous combattre, lui promit Elric. Vous n'avez pas vu ces hommes, tous des coupe-jarrets, des loups aux abois. Ils ne nous feront pas de quartier. Vous seriez bien avisé de me livrer à Saxe-Yvdan, messire, tout de suite, pour votre propre sauvegarde. Vous ne gagnerez rien à essayer de me protéger. Mais je vous demanderai une faveur. Laquelle ? Trouvez-moi un petit couteau, que je puisse porter sur moi, afin de me tuer dès que je saurai que vous êtes tous deux en sécurité. Elric la remit sur pied en riant. Fais-moi grâce de ce mélodrame, ma belle. Nous sommes solidaires. Peut-être pouvons-nous marchander avec Saxe-Yvdan. Mais qu'avons-nous à lui offrir en troc ? Peu de choses, il est vrai, mais il l'ignore. Il peut, semble-t-il, lire les pensées. Il a de grands pouvoirs. Je suis Elric de Melniboné. J'ai la réputation de posséder moi-même certaines dispositions pour les arts magiques. Mais vous n'êtes pas aussi obstiné que Saxe-Yvdan, répondit-elle simplement. Il a une idée fixe qui l'obsède exclusivement, le désir de faire de moi son épouse. Mainte jouvencelle serait flattée de cette considération, heureuse d'être impératrice avec un empereur melnibonéen pour époux, persifla Elric. Vaslis ne releva pas son ton sarcastique. C'est bien pourquoi je le crains tant, murmura-t-elle. Si ma détermination faiblissait un instant, je pourrais l'aimer et je serais détruite. C'est ce que elle a dû connaître. Chapitre 5. Sous les yeux atterrés de la jeune fille et du comte Smiorgan, le galion resplendissant s'avançait sur eux, voile et flancs tout dorés, au point qu'on eût dit que le soleil lui-même les poursuivait. Elric, quant à lui, faisait des efforts désespérés pour faire revenir ses amis élémentaires, mais sans succès. À travers la pâle lumière bleue, le vaisseau d'or faisait voile, implacablement dans leur sillage. Ses proportions étaient monstrueuses. Il donnait une immense impression de puissance. Sa proue gigantesque soulevait de part et d'autre d'énormes vagues écumeuses en fonçant sur eux sans un bruit.
C'est avec la mine de quelqu'un qui se prépare à affronter la mort que le comte Smyorgan tête chauve des cités pourpres dépendit de son épaule sa hache de guerre, fit jouer son épée dans son fourreau et ajusta sa calotte de métal sur son crâne dénudé. La jeune fille, elle, ne faisait aucun bruit, aucun mouvement, mais elle pleurait. Elric secoua la tête, et sa longue chevelure blanche comme du lait forma un instant un halo autour de sa tête. Le regard maussade de ses yeux rouges se réadapta au monde qui l'entourait. Il reconnaissait ce navire. Il était du même type que les nefs guerrières d'or melnibonéennes, sans aucun doute. C'était celui à bord duquel le comte Saxif Dan avait fui sa patrie, à la recherche de la porte pourpre. Elric était à présent convaincu qu'il s'agissait bien du même Saxif Dan, et il en éprouvait moins de crainte que ses compagnons, mais considérablement plus de curiosité. Ce fut en fait presque avec nostalgie qu'il vit la boule de feu, telle une comète qui flamboyait de lumière verte, voler en sifflant et en crépitant vers eux, lancée par la catapulte avant du vaisseau doré. Il s'attendait presque à voir un grand dragon tourner dans le ciel au-dessus d'eux, car c'était avec des dragons ainsi qu'avec des vaisseaux de guerre semblables que Melniboné avait jadis conquis le monde. La boule de feu tomba dans la mer à quelques pouces de leur proue. Elle avait de toute évidence été expédiée là délibérément à titre d'avertissement. Ne vous arrêtez pas cria Vaslis. Mieux vaut périr dans les flammes. Smyorgan levait les yeux. Nous n'avons pas le choix. Regardez, il a, semble-t-il, chassé le vent. Ils étaient encalminés. Elric eut un sourire amer. Il savait maintenant ce qu'avaient dû éprouver ceux des jeunes royaumes lorsque ses ancêtres avaient employé contre eux de telles tactiques. Elric, demanda Smyorgan à l'albinos, ce sont les vôtres. Ce navire est indiscutablement un navire melnibonéen. Les méthodes aussi, répondit Elric. J'appartiens à la lignée royale de Melniboné. Je pourrais être empereur à l'instant même si je voulais revendiquer mon trône. Il y a quelques petites chances que le comte Saxif Dan, bien qu'il soit mon ancêtre, me reconnaisse, et donc reconnaisse mon autorité. Nous sommes un peuple conservateur, nous autres, gens de l'île aux dragons. La jeune fille prit la parole, les lèvres sèches, le ton désespéré. Il ne reconnaît qu'une seule autorité, messire, celle des seigneurs du chaos qui lui ont accordé leur aide. Tous les Melnibonéens reconnaissent cette autorité-là, lui répondit Elric non sans quelque humour. Par l'écoutille avant, le bruit que faisait l'étalon en frappant du sabot et en renaclant s'éleva de plus belle. Les sortilèges nous assaillent de partout, s'exclama le comte Smyorgan, une pâleur soudaine sur son visage d'ordinaire Rubicon. N'en avez-vous point, prince Elric, à leur opposer? Aucun, semble-t-il. Le vaisseau d'or surgit près d'eux, dressant bien haut ses bastingages où Elric vit que se pressaient non des guerriers d'Imrir, mais des gredins prêts à tout comme ceux qu'il avait combattus sur l'île, et, apparemment, empruntés à des périodes historiques et des nations tout aussi disparates. Les longues rames du galion raclèrent les flancs du vaisseau plus petit en se repliant, comme les pattes de quelque insecte aquatique, pour permettre au grappin d'être lancé. Des griffes de fer mordirent les membrures du petit navire, et là-haut, la racaille se mit à pousser des vivas, à ricaner sarcastiquement et à brandir ses armes d'un air menaçant. La jeune fille fit mine de courir vers l'autre bord du navire, mais Elric l'attrapa par le bras. « Ne me retenez pas, je vous en prie, je vous en conjure !» s'écria-t-elle. « Mieux vaudrait sauter avec moi à la mer et vous noyer vous aussi !» « Tu crois donc que la mort te permettra d'échapper à Saxif Dan ?» lui dit Elric. « S'il dispose du pouvoir dont tu parles, la mort ne fera que te livrer plus irréductiblement encore à lui. » La jeune fille frissonna, puis, au son d'une voix qui s'adressait à eux du haut d'un des ponts élevés du vaisseau doré, elle poussa un gémissement et s'évanouit dans les bras d'Elric, qui, toujours sous le coup de ses épuisantes incantations, eut bien du mal à se retenir de tomber avec elle sur le pont.
La voix dominait les cris et les rires grossiers de l'équipage. Elle était pure, harmonieuse et sarcastique. C'était la voix d'un Melnibonéen, bien qu'elle s'exprimât dans la langue commune des jeunes royaumes, qui n'était en soi qu'une forme corrompue du parler du glorieux empire. Je sollicite du capitaine la permission de monter à bord. Le comte Smyorgan gronda en réponse. Vous nous tenez ferme, messire. Ne cherchez pas à déguiser un acte de piraterie sous des propos courtois. Je suppose donc que j'ai votre permission. Le ton de celui qui parlait sans se montrer était resté exactement le même. Elric vit qu'on retirait une section de la rambarde pour mettre en place une passerelle, dont la surface était rendue moins glissante par des clous d'or pour descendre du pont du galion à celui du navire. Une silhouette élancée apparut en haut de la passerelle. Les traits avaient la finesse de ceux d'un aristocrate melnibonéen, et le maintien respirait la fierté. Vêtu d'amples brocarts d'or, portant un casque ouvragé d'or et d'ivoire sur sa longue chevelure acajou clair, l'homme avait les yeux gris-bleu, le teint pâle et légèrement empourpré. Pour autant qu'Elric put en juger, il ne portait d'armes d'aucune sorte. Avec une grande dignité, le comte Saxif Dan commença à descendre la passerelle, ses forbans derrière lui. Il y avait un contraste frappant entre ce splendide intellectuel et ceux qu'il avait sous ses ordres. Lui qui marchait bien droit, élégant et racé, et eux, l'allure simiesque, sale, dégénérée, stupide, grimaçant de plaisir à leur facile victoire. Pas un d'entre eux ne montrait le moindre signe de dignité humaine. Tous se paraient de beaux atours déchirés et malpropres. Tous avaient au moins 3 armes sur eux, et exhibaient une profusion de bijoux pillés, anneaux au nez et aux oreilles, bracelets aux bras et aux chevilles, bagues aux doigts et aux orteils, pendentifs, fibules et autres. Dieu, marmonna Smyorgan, j'ai rarement vu un tel ramassis de déchets, et pourtant je croyais avoir rencontré presque de tout en sillonnant les mers. Comment un tel homme peut-il supporter une telle compagnie? Peut-être cela flatte-t-il son sens de la dérision, suggéra Elric. Le comte Saxiv Dan, ayant pris pied sur leur pont, y resta planté, les yeux levés vers l'endroit où il se tenait encore, en poupe. Il s'inclina légèrement. Son visage était impassible, et seuls ses yeux trahissaient quelque peu l'intensité de l'émotion qui l'habitait, surtout lorsqu'ils se posèrent sur la jeune fille qu'Elric tenait dans ses bras. Je suis le comte Saxiv Dan, qui fut de Melniboné, et est à présent des îles Sises au-delà de la porte pourpre. Vous avez avec vous quelque chose qui m'appartient, et dont je réclame que vous me le restituiez. C'est de Dame Vaslis de Jarkor que vous voulez parler? Demanda Elric, la voix aussi ferme que celle de Saxiv Dan. C'est alors seulement que celui-ci sembla remarquer Elric. Le léger rembrunissement de son front fut vite dissipé. « Elle est à moi, » dit-il. « Vous pouvez être assuré qu'elle n'a rien à craindre de ma part. » Elric, voyant là quelque avantage à saisir, tout en sachant qu'il risquait gros, lui adressa la parole en haut melnibonéen, la langue qu'utilisaient entre eux ceux de sang royal. « Ce que je sais de votre histoire ne me rassure pas, Saxiv Dan. » L'homme d'or se raidit presque imperceptiblement, et ses yeux gris-bleus flamboyèrent. « Qui êtes-vous pour parler la langue des rois? Qui êtes-vous, vous qui prétendez connaître mon passé? » Je suis Elric, fils de Saadric, et je suis le 428e empereur du peuple de Rild Krenha, qui débarqua sur l'île aux dragons voici 10 000 ans. Je suis Elric, votre empereur, et je demande votre allégeance. Et Elric étendit sa main droite, où brillait encore une bague sertie d'une unique pierre d'Actorios, l'anneau des rois. Le comte Saxiv Dan, à nouveau pleinement maître de soi, ne laissa aucunement paraître qu'il fût impressionné. « Votre souveraineté ne s'étend pas au-delà de votre monde, noble empereur. Mais je vous présente les salutations d'un monarque à un autre monarque. » Il étendit les bras.
dans un grand bruissement de ses longues manches. Ce monde est à moi. Tout ce qui existe sous ce soleil bleu, c'est moi qui le gouverne. Vous vous êtes donc indûment introduit dans mon domaine. J'ai le droit absolu de faire ce que bon me semble. Faste de pirate, grommela le comte Smyorgan, qui n'avait rien compris à la conversation, mais en avait quelque peu deviné la teneur d'après le ton. Rodomontade de pirate. Qu'est-ce qu'il dit, Elric? Il me convainc qu'il n'est pas, au sens où vous l'entendez, un pirate, comte Smyorgan. Il se proclame souverain de ce plan de la réalité. Puisqu'il n'y en a apparemment pas d'autre, il nous faut bien lui reconnaître ce titre. Dieu! Alors qu'il se conduise comme un monarque et nous laisse quitter ses eaux sains et saufs. Cela nous est loisible, à condition de lui livrer la demoiselle. Le comte Smyorgan secoua la tête. Non, je ne le ferai pas. C'est ma passagère, j'en suis responsable. Il me faudrait mourir plutôt que de faire une chose pareille. Tel est le code des seigneurs de la mer des cités pourpres. Votre fidélité à ce code est bien connue, répondit Elric. Quant à moi, j'ai pris cette fille sous ma protection et, en tant qu'empereur héréditaire de Melniboné, je ne saurais céder à l'intimidation. Ils avaient échangé ces propos à voix basse, mais le comte Saxif Dan avait pourtant trouvé un moyen de les entendre. Il faut que vous sachiez, dit-il d'un ton égal dans la langue commune, que cette fille est à moi. Vous me la volez. Est-ce là le comportement d'un empereur? Ce n'est pas une esclave, rétorqua Elric, mais la fille d'un libre marchand de Jarkor. Vous n'avez aucun droit sur elle. Alors, répondit le comte Saxif Dan, je ne puis ouvrir pour vous la porte pourpre. Il vous faudra rester dans mon monde à jamais. Vous avez fermé cette porte? Est-ce possible? Ça l'est pour moi. Savez-vous que la demoiselle préférerait mourir plutôt que de tomber entre vos mains, comte Saxif Dan? Cela vous fait-il plaisir d'inspirer une telle crainte? L'homme d'or regarda Elric droit dans les yeux, comme pour quelque énigmatique défi. Le don de la souffrance a toujours été en grande faveur parmi les nôtres, n'est-il pas vrai, messire? Pourtant, c'est d'autres choses que je veux lui faire don. Elle se donne pour nom Vasselise de Jarkor, mais elle ne se connaît pas elle-même. Moi, je la connais. Il s'agit de Gratiesha, princesse de Fuen Omeyo, et je veux en faire mon épouse. Comment se peut-il qu'elle ignore son propre nom? C'est une réincarnation. L'âme et la chair sont identiques, et c'est ainsi que je le sais. Et je l'ai attendue, empereur de Melniboné, pendant des vingtaines et des vingtaines d'années. À présent, je ne m'en laisserai pas frustrer. Comme vous êtes frustré vous-même il y a 200 ans à Melniboné? Vous risquez gros, mon frère en monarchie, avec votre liberté de langue. Le ton employé par Saxif Dan suggérait une mise en garde bien plus vive que tout ce que pouvaient impliquer les mots eux-mêmes. Eh bien, fit Elric en haussant les épaules, vous êtes plus puissant que nous. Ma magie n'a, dans ce monde-ci, que des effets médiocres. Vos gredins nous seront bien supérieurs en nombre. Il ne devrait pas vous être bien difficile de nous l'apprendre. Il faut que vous me la donniez. Alors vous pourrez partir librement, regagner votre propre monde et votre propre temps. Elric sourit. Ça, c'est de la sorcellerie. Il ne s'agit pas d'une réincarnation. Vous voudriez ramener des enfers l'esprit de votre bien-aimée perdue afin qu'elle habite le corps de cette jeune fille. N'ai-je pas raison? C'est pourquoi cette jeune personne doit vous être remise librement. Sinon, votre sorcellerie se retournera contre vous, ou du moins elle le pourrait, et vous ne tenez pas à courir ce risque. Le comte Saxif Dan détourna la tête afin qu'Elric ne vît pas ses yeux. C'est elle. C'est elle, dit-il en utilisant la langue noble. Je sais que c'est elle. Je ne veux aucun mal à son âme. Je voudrais seulement rendre à celle-ci sa mémoire. Alors nous voilà dans une impasse, dit Elric.
Ne vous sentez-vous aucune obligation à l'égard d'un frère de sang royal murmura Saxif Dan, qui se refusait toujours à regarder Elric. Vous n'avez reconnu aucune obligation de la sorte, autant qu'il m'en souvienne, comte Saxif Dan. Si vous m'acceptez comme empereur, alors vous devez accepter aussi mes décisions. Je conserve la jeune fille sous ma garde, ou alors il vous faut la prendre par la force. Je suis trop fier. Une telle fierté détruira toujours l'amour, répondit Elric, presque en sympathie avec Saxif Dan. Et maintenant, roi des limbes, qu'allez-vous faire de nous? Le comte Saxif Dan relevait sa noble tête pour répondre, lorsque, dans la cale, on entendit à nouveau renâcler et piaffer. Il écarquilla les yeux et jeta à Elric un regard interrogatif. Il y avait sur son visage une expression qui n'était pas loin de la terreur. Qu'est-ce que cela? Qu'avez-vous dans la cale? Un coursier, monseigneur. Rien de plus, répondit Elric paisiblement. Un cheval? Un cheval ordinaire? Un cheval blanc, un étalon, bridé et scellé, mais sans cavalier. Aussitôt, Saxif Dan éleva la voix pour crier des ordres à ses hommes. Emmenez-moi ces trois-là à notre bord. Leur navire doit être coulé immédiatement. Pressons, pressons! Écartant les mains de ceux qui prétendaient se saisir d'eux, Elric et Smjorgan se mirent en marche vers la passerelle, portant entre eux la jeune fille. Smjorgan marmonna. Du moins, n'avons-nous pas été tués, Elric? Mais qu'advient-il de nous à présent? Elric hocha la tête. Il faut espérer que nous pourrons continuer à retourner la fierté de Saxif Dan contre lui, à notre avantage. Mais les dieux seuls savent comment nous résoudrons ce dilemme. Le comte Saxif Dan montait déjà en hâte la passerelle devant eux. « Vite !» cria-t-il. « Relevez-moi cette passerelle !» Ayant pris pied sur les ponts de la frégate d'or, ils virent relever la passerelle et replacer la section de la rambarde. « Montez les balistes !» commanda Saxif Dan. « Chargez à plomb! Coulez-moi ce bateau! Tout de suite !» Le bruit qui montait de la cale avant augmenta. Les hennissements retentissaient sur les navires et sur les eaux. Le bois craquait sous les coups de sabots, et soudain, le cheval surgit à travers les panneaux d'écoutille fracassés, chercha frénétiquement à prendre appui de ses sabots avant sur le pont, et bientôt s'y dressa, piétinant les planches, le cou arqué, les navires dilatés et les yeux flamboyants comme s'il était prêt à livrer bataille. Maintenant, Saxif Dan ne cherchait plus à masquer son expression terrorisée. C'est d'une voix devenue criarde qu'il menaçait son équipage de forbans des pires horreurs si on ne lui obéissait pas avec la plus grande célérité. On hissa les balistes, et de grosses boules de plomb furent catapultées sur le pont du navire de Smjorgan. Traversant les bordages comme des flèches, eussent percé du parchemin, de sorte que le navire se mit presque aussitôt à couler. « Coupez les cordages des grappins !» cria Saxif Dan, et, arrachant une lame à la main de l'un de ses hommes, il se mit à taillader le grelin le plus proche. « Au large, vite !» Le navire de Smjorgan gémissait et rugissait comme une bête qui se noie lorsque les amarres furent coupées. Il chavira aussitôt, et le cheval disparut. « Virez de bord !» cria Saxif Dan. « On regagne Faligarn, et vite! Sinon, vos âmes serviront de pâture à mes démons les plus féroces. » Un étrange hennissement aigu s'éleva de l'eau écumante lorsque le navire de Smjorgan, poupe en l'air, hoqueta et s'engloutit. Elric aperçut l'étalon blanc qui nageait vigoureusement. « Descendez !» ordonna Saxif Dan, en indiquant une écoutille. « Le cheval sent la présence de la fille, ce qui double la difficulté pour le semer. » « Pourquoi le craignez-vous » demanda Elric. « Ce n'est qu'un cheval, il ne peut pas vous faire de mal. » Saxif Dan eut un rire d'une profonde amertume. « Ne le peut-il, frère monarque? Ne le peut-il vraiment ?» Tout en portant la jeune fille en bas avec Smjorgan, Elric fronçait les sourcils. D'autres souvenirs lui revenaient de la légende de Saxif Dan.
de la jeune femme qu'il avait si cruellement punie et de l'amant de celle-ci, le prince Carolac. Il entendit encore le magicien crier « Plus de toile! Plus de toile !» Puis l'écoutille se referma sur eux. Ils se trouvaient dans une luxueuse cabine de jour melnibonéenne, pleine de riches tentures, de métaux précieux, de décorations subtiles, beauté raffinée et, pour le comte Smyorgan, troublante décadence. Mais c'est Elric qui, en déposant la jeune fille sur un divan, remarqua l'odeur. « Pouah! Cela sent comme dans une tombe, l'humidité et le moisi. Pourtant, il n'y a rien là qui pourrisse. Voilà qui est passablement étrange, ami Smyorgan. N'est-il pas vrai ?» « Je l'ai à peine remarqué, » répondit Smyorgan d'une voix caverneuse. « Mais il est un point sur lequel je suis d'accord avec vous. Nous sommes enfermés comme dans un tombeau. Je doute que nous nous échappions jamais de ce monde, à présent. » Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera tout? On nous fait manger des têtes de morue blanche. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, tout va en boire à tout. On nous donnait boire que de l'eau croupillée, le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormir à tout? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout